dit-il, la culture de la planification du travail, notamment auprès des jeunes. L'émir s'exprimait à l'ouverture d'une nouvelle session du Conseil consultatif, c'est la principale assemblée de l'Émirat. Et puis on termine avec un vol massif de capsules de café. Les gendarmes parlent d'un produit à haute valeur ajoutée. Ce n'est pas la première fois que Nespresso se fait ainsi dévaliser. BFM Business, Intégral Placement, le face-à-face. C'est parti pour le face-à-face, ô combien nécessaire face à cette troisième baisse d'affilée du CAC 40 des marchés européens. Aujourd'hui, Philippe Béchat face à Sébastien Corchia. Bonjour messieurs. Bonjour Guillaume. Sébastien Corchia, directeur des gestions actions de Mescart, et Philippe Béchat, rédacteur en chef La Bourse au quotidien et président des Éconoclasses. Donc on le disait, troisième baisse d'affilée du CAC 40, une volatilité en Europe à des plus hauts d'à peu près 3 mois. Qu'est-ce qui se passe là, Sébastien? Après 4 semaines d'affilée de hausse, on a le sentiment que les marchés sont en train de reperdre la petite confiance qu'ils avaient fini par acquérir. On repasse d'ailleurs aujourd'hui sous les 4005. Moi, je crois qu'on se réveille un petit peu. C'est-à-dire que ça fait 2 mois, si c'est pas 2 mois et demi, que je vous dis que ces marchés ont besoin d'un petit coup de reset. C'est l'expression que j'avais utilisée à 2 reprises déjà. Et je pensais plus au marché américain qu'au marché européen, qui me paraissent être paradoxalement peut-être un petit peu plus solides de par la croissance retrouvée avec des bémols. Mais les marchés américains sont fragiles et de manière générale, les marchés ont mis dans le placard pendant des semaines et des semaines tout ce qui les intéressait pas. Aujourd'hui, on ressort du placard les élections américaines. C'est assez étonnant en fait que ces marchés s'en préoccupent maintenant. Alors redeviennent sensibles au sondage. Il faut dire que le dernier sondage hier place à nouveau Trump devant Hillary Clinton pour la première fois depuis le mois de mai. J'entends parfaitement, mais je vais prendre le problème à l'envers. On avait l'air de dire que finalement pour Wall Street, l'élection de Mme Clinton serait une bonne nouvelle. J'en suis pas persuadé. C'est-à-dire que Madame Clinton, avec un bonus qui serait de gagner le Congrès, c'est pas le meilleur des scénarios pour Wall Street, bien au contraire, puisque c'est quelqu'un qui veut et qui a dans son programme d'augmenter sensiblement les taxes sur les plus-values financières. Et je vous rappelle qu'on est au bout de 6 ou 7 années de bull market aux États-Unis, donc je vous dis pas la base taxable qu'il y a là-dessus. Et je crois que si et pour en discuter avec des gens présents aux États-Unis sur les marchés, ils vous expliquent que le scénario Clinton double gagnant n'est pas du tout le meilleur. Alors, il y a une différence, c'est que c'est pas le meilleur au bout de 6-12 mois, alors que le sujet Trump est un sujet perdant tout de suite, en fait, et qu'on revient dans des syndromes un petit peu Brexit. Ceci étant dit, vous savez que quand on est gérant, on gère davantage du risque, c'est-à-dire quel est le couple risque-rendement. Très honnêtement, aux États-Unis, ces dernières semaines, sur ce sujet en tout cas des élections, le couple risque-rendement, c'était beaucoup de risques et pas beaucoup de rendement. Clinton gagne, ça risque de pas forcément être bien perçu par Wall Street. Trump gagne, c'est mal perçu par Wall Street. Quel est le bon scénario? Alors il y a les scénarios un peu médians où on gagne mais on est dans une forme de cohabitation. Les Américains connaissent ça avec des fois des pics un peu de blocage. On a connu sur le budget ou des choses comme ça qui pourraient arriver. Bref, ce que je veux vous dire, c'est que ces élections, ce n'est pas un élément qui peut permettre à Wall Street, quelle que soit la configuration, de ressortir par le haut, mais c'est plus une somme d'éléments à risque, quelle que soit la configuration. La question, c'est de savoir qui risque de faire le plus reculer Wall Street. Absolument. Voilà. Et en fait, est-ce que c'est un risque immédiat, type Brexit, Trump, ou est-ce que c'est un risque un peu plus long qui appuie sur Wall Street avec un dernier scénario qui n'est pas envisagé, c'est que Madame Clinton se retrouve devant des dizaines et des dizaines de milliers de mails accablants la veille de ces élections. Je crois que le Wall Street Journal a dit qu'ils allaient en sortir quelques-uns le jour de l'élection ou la veille, et que ces élections soient, faute de candidats, parce que Madame Clinton pourrait arrêter, soient même décalées. Bon, ça c'est pas le scénario le plus probable, on est d'accord. C'est pas le scénario le plus probable, mais c'en est un de plus, si vous en voulez un de plus. Tant que tout est possible dans cette campagne américaine totalement hors norme, et on le disait donc Donald Trump qui dans un sondage en tout cas repasse très légèrement en tête, mais c'est la première fois depuis le mois de mai à moins d'une semaine maintenant, Philippe.
Alors c'est pas le seul sondage, c'est le seul sondage diffusé par un des grands médias dont on sait que ce sont des soutiens indéfectibles d'Hillary Clinton, à tel point que dans certains débats, les médias transmettaient les réponses, les questions à Madame Clinton. Les débats de la primaire démocrate. Pour l'avantager face à Monsieur Sanders. Monsieur Sanders dont elle reprend justement une des mesures qui serait effectivement de taxer plus lourdement les plus-values, parce que si elle n'annonçait pas ça, elle risquait de perdre une bonne partie de l'électorat qui soutenait Monsieur Sanders. Quant à Monsieur Trump, faut effectivement souligner qu'il, lui, au contraire, envisage d'alléger encore les taxes et les impôts, sauf pour les gérants de hedge funds. C'est un vivier qui doit représenter quelques centaines de très gros contribuables à Wall Street, qui, à mon avis, pourront s'exiler sans problème vers les Bahamas ou les Bermudes. Donc cela ne risque pas grand-chose. C'est une mesure, c'est un effet d'annonce bien populiste, bien dans la manière de Monsieur Trump, mais qui en fait ne touche personne. Donc globalement, pour Wall Street, Monsieur Trump, c'est pas mal, en tout cas du point de vue de la taxe. En ce qui concerne des sondages plus larges ou ceux qui sont réalisés par des médias Internet, Monsieur Trump est très souvent en avance. Et en ce qui concerne la fréquentation dans les États clés aussi, parce que c'est cette question-là. Oui, effectivement, Ohio, Caroline du Nord, même Alaska, Floride, on connaît ces États. Et là, c'est pas le cas dans les autres sondages publiés par les grands médias, vous le disiez, où là pour le coup c'est plutôt Hillary Clinton qui est en tête. Non, justement, les sondages, les médias mainstream donnent tous Hillary Clinton, leur favorite, en tête. Et quand vous faites des sondages, on va dire, avec les moyens Internet, on a beaucoup de réponses. Et là, on s'aperçoit que Monsieur Trump est pas si mal placé que ça. Et puis surtout, en fait, on connaît assez peu les lignes forces de son programme. Il y a des choses très populaires, comme par exemple l'extension du congé de maternité. Enfin, aux États-Unis, il n'y a pas de congé de maternité, ou quasiment pas. Enfin bon, il y a beaucoup de choses que nous on ne voit pas ou dont on n'entend pas parler, mais auxquelles les Américains sont très sensibles. Et bien entendu, quelque chose qui nous hallucine complètement, c'est le fait de pouvoir continuer de porter une arme. Bon, voilà. Oui. Alors, c'est sûr que non mais. Quand la politique se trouve réduite à ce genre de débat, effectivement, on peut être inquiet parce qu'on se dit que les grands problèmes économiques, c'est-à-dire la dette, qui continue de croître à un rythme effréné, la croissance qui n'est pas flamboyante. Heureusement que les Chinois ont dû aller commander du soja aux États-Unis parce que le Brésil pouvait plus fournir. Sinon, on verrait que la réalité économique américaine, elle n'est pas flamboyante, et ça se retrouve également dans les chiffres publiés, les trimestriels. Alors, bon, il y a toujours l'effet de ravissement des résultats sous-estimés, mais par contre, ce qui est bien réel, c'est que les chiffres d'affaires ne progressent pas. Oui. Si vous demandez à Grégory Volokin de Mescart et Capital Market à New York, tous les après-midi au cœur d'Intégral Bourse, il vous expliquera que beaucoup de gens aux États-Unis ne veulent pas déclarer aux sondeurs par téléphone qu'ils votent pour Trump. Parce que c'est un peu la même chose que de déclarer qu'on voterait pour l'extrême droite en France. Donc les gens ont sûrement par omission brouillé les statistiques des sondages. Bon, on voit que ça devient une question centrale, en tout cas aussi pour les marchés, que cette volatilité qui augmente. Alors il y a aussi les publications, Philippe en a dit un mot, le pétrole qui recule, et puis quand même aussi des bonnes nouvelles, le PMI par exemple de la zone euro qui a été révisé à la hausse ce matin, on va en reparler dans un instant, juste après Cédric, un nouveau coup d'œil à cette séance. Oui, un petit coup d'œil sur Danone et Orange, ce sont les seules hausses du jour. Sur le CAC 40, l'eurodoll est à indice 75. Suivez les marchés sur tradingsat.com, le site bourse de BFM Business. BFM Business, intégral placement, le face-à-face. La suite du face-à-face, Philippe Béchat pour la Bourse au quotidien et Sébastien Corchia pour Mescart. Il y a deux autres questions en plus des questions politiques qui se posent. Alors on a évoqué les États-Unis, il y aura l'Italie aussi au mois de décembre. Deux autres questions, la question sur l'automobile et la question sur les taux obligataires qui remontent là. Qu'est-ce qui, d'après vous, envoie un signal en ce moment? Est-ce que l'automobile, par exemple, qui recule, une baisse des ventes de voitures neuves en France en octobre, on l'avait pas vu venir quand même de 4%, alors qu'on pensait être dans un cycle haussier durable, moins 6% pour les ventes de voitures neuves même aux États-Unis. Est-ce que là on est sur un retournement
signal avant-coureur de ralentissement économique important à travers ce que publie ce secteur auto là, Sébastien? Moi, je ne crois pas sur l'Europe. Je vous le dis, je vous le redis. Je pense qu'il y a une bonne dynamique sur l'Europe et il peut y avoir des petits trous d'air comme ça, notamment parfois sur des sujets particuliers de véhicules utilitaires ou d'autres, des effets de saisonnalité, de base, tout ce que vous voulez. Je suis pas très inquiet. Par contre, aux États-Unis, je vois qu'il y a quand même un ralentissement face à des données économiques plus fortes. Et ça m'embête. Et ça m'embête dans, encore une fois, la bonne tenue de ce PIB, mais sa composante, en fait, sa composante consommation, sa composante investissement à la veille. Alors ça sera peut-être pas demain, mais ça sera au mois de décembre, à la veille d'une remontée des taux, et donc un impact sur le crédit. Vous savez qu'on achète des autos aussi à crédit, encore plus aux États-Unis que chez nous. Donc, c'est-à-dire que ce marché automobile américain devrait en fait au contraire encore accélérer avant que la hausse de taux de la Fed soit annoncée, et c'est pas le cas. Idéalement, vous remontez vos taux d'intérêt quand vous avez une base de chiffres au sens large, assez solide. L'automobile est un marqueur de la consommation et d'une bonne santé économique. Donc j'aime pas trop ces chiffres économiques. À un moment, on va être dans un carrefour, notamment pour faire la transition avec ce que on va évoquer après, des taux d'intérêt. Philippe, sur l'automobile, est-ce qu'on a un signal inquiétant, à la fois baisse des ventes, on l'a vu en France en octobre, et surtout aux États-Unis, moins 6%? Oui, en France, je souscris tout à fait ce que dit Sébastien. C'est pas grave. On n'a pas vu venir ça, surtout le mois où il y a le mondial auto. Alors, on peut toujours nous dire que les gens ont commandé des voitures qui seront livrées dans la bonne couleur avec les bonnes options, etc. Et que ce qu'on prend en compte, ce sont les immatriculations naturellement. Aux États-Unis, oui, là, il y a un vrai coup de flou. Mais c'est très simple. Passer à la pompe aux États-Unis et à 2,70, 2,80 $ le gallon, les gens sont moins empressés chez leurs concessionnaires que lorsque le samplon était à 2,20. Voilà, c'est tout. C'est une conséquence de la hausse des cours du pétrole. En grande partie, puis surtout que les gens se sont rués sur les 3 litres de cylindrée et plus depuis presque 2 ans. Voilà, bon, même les super promos, et Dieu sait qu'il y en a, n'arrivent plus à soutenir le rythme des ventes, tout simplement parce que je crois que tout le monde maintenant a une voiture, on commence à avoir trop d'encours de prêts subprime sur l'automobile, prêts subprime qui sont à nouveau, comme en 2007-2008 avec l'immobilier packagé, avec de très bons ratings, je vous rassure, parce que pour l'instant le taux de défaut sur les subprimes il est d'environ 5%, mais on voit que le taux de défaut progresse très rapidement. Il faudrait pas longtemps avant que le taux de défaut double, et on verrait à ce moment-là toutes les tranches subprime ou les tranches mixtes de prêts automobiles d'un seul coup voir les investisseurs désertés. Alors pour l'instant, il y a toujours du crédit, il n'y a pas de problème. Les taux sont bas. Mais il y a de moins en moins de demandes. Ouais. Pour ces raisons, donc, effectivement, de coûts des carburants plus élevés, et puis d'une croissance américaine qui n'est pas là, quoi qu'on en dise. 2,9% au troisième trimestre. Mais non, mais la 2,9, vous retirez 0,8 de surcroît lié uniquement aux exportations de soja, vous retirez 0,4% de reconstitution des stocks. Moi, je peux vous mettre ce que vous voulez, tous les mois, ou tous les 3 mois, je peux vous dire, les stocks, ça a été plus 0,1 ou ça a été plus 0,4. La croissance réelle aux États-Unis, je pense qu'elle reste ce qu'elle était plus ou moins estimée il y a un mois, 1,6, comme en Europe. Et d'ailleurs, les chiffres sont en très fort décalage par rapport aux estimations des meilleurs économistes de la Fed, notamment ceux de la Fed d'Atlanta, ce qui prouve bien qu'il y a un effet sûrement de court terme qui est venu perturber le jeu. Quelle allocation alors du coup dans ce contexte économique et politique qu'on décrit depuis le début de ce face-à-face, Sébastien? Il faut privilégier l'Europe par défaut parce que Wall Street est élevé, qu'il y a les risques qu'on évoque, les publications sont plus favorables aussi en Europe? Je change pas de biais là-dessus. Il y a un avantage Europe-États-Unis sur la cherté du marché. Il y a un avantage Europe-États-Unis sur la dynamique, ce qu'on appelle le momentum, la tendance, comme vous voulez, où on sent qu'il y a des nouvelles, et vous le citiez tout à l'heure avec les PMI, des nouvelles chaque jour un petit peu plus positives, en tout cas qui solidifient la croissance en Europe avec des zones de fragilité, l'Italie par exemple, mais
on va dire que c'est quand même pas mal. Là où aux États-Unis, on en a débattu, il y a quelques signes de faiblesse, des politiques monétaires plus favorables d'un côté, plus défavorables de l'autre. Ça, c'est le contexte pour l'arbitrage. Maintenant, sur le très court terme, c'est-à-dire les quelques jours qui sont devant nous, moi, je dis patience. Et un petit peu à l'écart. N'allons pas nous mettre dans un jeu, celui des élections américaines, dont c'est le flou le plus total, avec un risque qui grandit un petit peu et qu'il y ait ce fameux reset. Je ne vais pas vous dire en début d'émission, je vous dis que ça fait 2 mois que j'attends un petit reset sur les États-Unis pour vous dire, là on peut y aller parce que ça a perdu 1%. Je crois que il y a des marqueurs. Vous savez, il y a ce terme risk off, risk on là qui traîne depuis longtemps. On l'utilise. Est-ce que les marchés ont tendance à se mettre sur les actions et donc le risque ou moins de risque? Regardez ce que dans une séance comme aujourd'hui, tout de suite on abandonne les banques et les cycliques, on revient sur plutôt les défensives. C'est le côté on se met à l'abri. Regardez le franc suisse, regardez le yen et les monnaies un petit peu dites de refuge, ça progresse. Et puis regardez peut-être ce qui se passe sur le high yield, notamment aux États-Unis où il y a des destructions massives d'ETF depuis quelques jours. Ce qui veut dire que les gens sortent. Je ne suis pas en train de vous faire un scénario catastrophe, je suis en train de vous dire, là, à horizon quelques jours, eh bien, vaut mieux peut-être rester sur le bord de la route et laisser, pour éviter de tomber dans un scénario un peu Brexit, qui serait pas catastrophique. Après, il peut y avoir des opportunités sur les valeurs. Il y a des publications en fin de semaine attendues. L'Oréal, AXA, Société Générale, ça peut... Philippe, vous soufflez là, vous soupirez. Quand on voit que le niveau des valeurs du secteur du luxe, il n'y a pas de bargain. On fait pas un bel achat, comme dit Sébastien. C'est pas parce qu'on a perdu 1% qu'on a retrouvé des cours attractifs sur le moyen terme. Alors moi, les secteurs que j'éviterais, on en parlait naturellement, il y a le secteur automobile et au sens large, parce que je l'ai pas précisé, mais les ventes baissent de 6% aux États-Unis, mais au niveau des utilitaires, c'est bien pire. C'est bien pire. Donc quand on vend moins d'utilitaires, c'est qu'il y a moins de croissance. Il y a aussi Caterpillar qui se montre plus que modérément optimiste, et quand il n'y a pas d'engin de chantier, ça veut dire qu'aussi en général il n'y a pas tellement de croissance. Alors le réflexe d'aller chercher des valeurs dites de protection, etc., comme ce sont des programmes et que ce sont toujours les mêmes qui ressortent, ça veut dire que ces valeurs dites de protection sont en fait très cher. Donc moi je ne vois qu'un seul gagnant d'ici mercredi prochain, puisque mercredi prochain on commencera à avoir, ou peut-être pas d'ailleurs, si Sébastien a raison sur le scénario incroyable de Hillary Clinton empêché d'aller jusqu'au bout. En tout cas mercredi prochain on saura un peu quel est le destin des marchés. Là d'ailleurs au lendemain de la présidentielle. Eh bien je ne vois qu'un seul gagnant dans tous les cas, c'est l'or. Si c'est Trump qui l'emporte, ça veut dire que le dollar plonge, et à ce moment-là on ira chercher de la protection avec le métal précieux. D'ailleurs, on voit bien que l'or est remonté d'ailleurs à 1290. Comme c'est de l'or. Malgré la hausse des taux qui fait la concurrence à l'or, mais on voit bien que l'or pour l'instant est le hedge sur le dollar. Et si Hillary Clinton l'emporte, ça veut dire qu'effectivement à ce moment-là, les taux vont monter aux États-Unis. Pour l'or, dans un premier temps, ça sera pas bon. Dans un deuxième temps, ça sera bon parce que la croissance n'est toujours pas là. Merci messieurs pour ce face-à-face. Philippe Béchade, la Bourse au quotidien, les Éconoclastes, et Sébastien Corchia pour Mescart Asset Management. Bonne suite de journée à tous les deux. Et on baisse toujours sur le CAC, moins 0,74, 4437 points à l'heure actuelle.